TVT au cœur de l'information. Dimanche 4 avril, jour de fête dans le monde chrétien, la plus importante fête du christianisme qui commémore la résurrection de Jésus au surlendemain de sa crucifixion pour racheter les péchés de l'humanité. Dans ce contexte particulier, les leaders religieux ont appelé les fidèles à ne point fléchir face aux difficultés de la vie, mais à les surpasser et à les vaincre comme le Christ a vaincu la mort. Et ce week-end de Pâques également connaît la renaissance du sport, alors des sports collectifs professionnels au Togo, le championnat national de football de première division qui a été lancé à Sokodé par la ministre des Sports. Le champion en titre, Asko de Kara, a imposé le respect à Sarah Sport de Bafilou, 2-0. On en parlera en fin de journal. C'était les titres donc, merci de suivre le journal. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Les chrétiens du monde ont célébré ce dimanche la Pâque, la très sacrée résurrection du Christ, commémorée pour une deuxième année consécutive dans un contexte particulier. Les fidèles étaient toutefois au rendez-vous, nombreux dans leurs divers lieux de culte et dans le respect de la discipline imposée par la maladie à coronavirus. À la cathédrale Sacré-Cœur de Lomé, l'archevêque de Lomé, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, a invité les chrétiens à ne pas avoir peur face aux difficultés de la vie, à sortir de leur ténébreux tombeau de peine comme Jésus et à proclamer la renaissance, le renouveau. Reportage Aimé Alpha Yataratem. Des cantiques et des hymnes pour célébrer la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dans la ferveur, la joie et l'espérance, les fidèles catholiques de la cathédrale Sacré-Cœur de Jésus de Lomé ont prié pour que cette victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres, soit source de salut et de paix pour le monde entier. S'inspirant des Saintes Écritures, l'officiant, Monseigneur Nicodème Bariga Bénissant, a invité les fidèles chrétiens à vivre la Pâque comme une aube nouvelle. Pour l'archevêque métropolitain de Lomé, la fête de Pâques, c'est la fête la plus importante de la foi chrétienne. Parce que si le Christ n'était pas ressuscité, l'Église n'existerait pas. Alors le message que Jésus nous donne à travers sa résurrection, c'est qu'il a vaincu la mort. Le message tient en 3 points. D'abord, n'ayez pas peur. Nous vivons dans une époque où on a constamment peur. Peur à cause du coronavirus, peur à cause des terrorismes, peur à cause de beaucoup de circonstances qui peuvent nous affecter dans notre vie. Le deuxième, c'est que Jésus nous dit « Je suis sorti du tombeau, ne me cherchez pas dans les tombeaux ». Cela signifie que nous aussi, nous devons sortir de nos tombeaux, c'est-à-dire de nos vies qui portent encore des signes de mort. Nous devons vivre dans la lumière, nous devons vivre dans la paix, nous devons vivre dans la joie, nous devons vivre dans le pardon, nous devons vivre dans la réconciliation puisque Jésus nous a réconciliés avec le Père. Le troisième message, c'est aller en mission. Il faut que nous soyons les communicateurs de la paix, nous soyons les communicateurs de la résurrection aux autres. Annoncer la résurrection, ce n'est pas seulement parler, c'est agir. Agir comme des fils de lumière, agir comme des gens qui réconcilient les autres, agir comme des gens qui sont responsables du bien. La Pâque pour les chrétiens est l'aboutissement d'un cheminement de 40 jours de jeûne et de prière couronné par la résurrection de Jésus-Christ. Et selon les préceptes bibliques, la communauté chrétienne se retrouvera dans 40 jours pour célébrer l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, 10 jours avant la Pentecôte. Et à quelques pas de là, à la paroisse Pégamé de l'église évangélique presbytérienne du Togo, c'était la même ferveur. Après 3 jours donc passés au tombeau, Jésus vivant est célébré et les fidèles ont été invités donc à recevoir la lumière dans leur vie. Regardons avec Arlette Lerimpo et Issaka Aruna. 3 jours après sa mort, Jésus-Christ est ressuscité.
L'événement est ici célébré par les fidèles chrétiens de l'église presbytérienne, paroisse d'Apegame de Lomé. Visages masqués, les uns distants des autres, ils sont venus témoigner leur foi malgré la crise sanitaire et ses restrictions. Célébrons cette messe dans une situation particulière. Ça prouve que Dieu est grand et que ce n'est pas cette situation qui va me renier de ma foi. Moi, je suis un fidèle, un fervent chrétien. Personne ne peut rivaliser Dieu. La résurrection accorde aux fidèles chrétiens une nouvelle vie. Le célébrant a invité les fidèles à tirer les enseignements de la démarche des 3 femmes vers le tombeau de Jésus-Christ. La démarche des 3 femmes nous enseigne 5 choses. Premièrement, l'amour qu'elles avaient pour le Seigneur. Deuxièmement, les soins de prévoyance. Au 3e point, les femmes nous montrent l'espérance. La 4e chose, c'est la joie. Et la 5e leçon, c'est la vie. Notre Seigneur est ressuscité. Il est en vie. Il donne la vie. Il change la vie. Il protège la vie. Il prend soin de la vie. Dans le contexte de Covid-19 qui sévit dans le monde, les fidèles ont été sensibilisés sur le respect des mesures barrières. Ceux de plus de 50 ans ont été invités à rejoindre l'équipe de vaccination mise en place sur le site pour recevoir leur dose d'AstraZeneca. On va faire le point quotidien de l'évolution de la maladie à coronavirus sous nos cieux. À ce jour donc du dimanche 4 avril 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 11 187. 123 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 8 288. 87 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 2787. Le nombre de décès est porté à 112. Nous avons 2 nouveaux décès depuis hier. Le point est signé par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mjiawa. Nous parlions tantôt de célébration, une autre qui est passée le 22 mars dernier. C'est la journée mondiale de l'eau. Cette denrée vitale manque encore dans certaines localités du Togo, surtout dans les milieux ruraux. Mais rassurez-vous, le gouvernement n'a de cesse de multiplier les projets pour améliorer la situation. Très bas, donc en 2005, autour de 21%. Le taux de couverture nationale aujourd'hui en eau potable atteint les 57% et 69% spécialement en milieu rural. Le projet eau et assainissement au Togo en est pour quelque chose et Kwesala nous propose d'en savoir plus. L'accès à l'eau potable connaît une amélioration au Togo depuis quelques années. Même si aujourd'hui, environ 43% de Togolais attendent encore d'être desservis, le gouvernement et ses partenaires travaillent de concert pour répondre aux besoins à travers plusieurs initiatives, dont le projet Eau et assainissement au Togo. Ici à Atakpamé, le projet a permis d'améliorer le système de pompage de la chaîne de production Glelou, Batekpe et Tchakpali par de nouvelles installations. Irobo, à quelques kilomètres d'Atakpamé. Sur ce site, il est prévu la construction d'une nouvelle station de traitement d'eau en remplacement de l'ancienne. En plus de ces travaux d'envergure, 1475 branchements privés à coût réduit sont déjà réalisés pour desservir 14 000 habitants à Atakpamé. Le PIT 1 va plus loin. D'Apaon, sur le site du barrage de Dalouak. Les travaux de protection de la digue du barrage sont en cours. Sur le chantier, des ouvriers rompus à la tâche pour respecter leur cahier de charge. Ici, le projet a déjà permis de réhabiliter les équipements électroniques de la station de traitement des eaux de Dapaon. Aussi, plus de 1000 branchements d'eau à coût réduit ont-ils été réalisés pour assurer l'alimentation en eau potable aux populations. À Atakpamé, tout comme à Dapaon, les réalisations du PIT 1
financés par l'Union européenne ont coûté au gouvernement une enveloppe financière de plus de 4 milliards de francs CFA. La première phase du projet est prévue pour prendre fin en août 2021. Pour couvrir tout le pays, le projet s'est étendu sur les villes de Thévié, Sokodé et Kara. La phase 2 du projet prévoit la construction et la réhabilitation des châteaux et des unités de traitement d'eau. Les travaux de raccordement sont également prévus dans les 3 villes ciblées. À l'horizon 2025, l'objectif assigné au ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise est d'atteindre un taux de 85% au niveau national. Le bien-être de l'humanité et la vitalité de l'économie reposent essentiellement sur l'accès à l'eau et sa gestion responsable. L'amélioration des approvisionnements en eau potable des populations constitue un enjeu très important pour le Togo. Cette volonté politique se décline, entre autres, dans le plan national de développement, dans le programme d'appui aux réformes et à la gouvernance, dans le plan d'action national du secteur de l'eau et de l'assainissement. Les travaux permettront de soulager les populations de Thévié face à la pénurie d'eau, souvent récurrente dans le milieu. Dans la ville de Sokodé, le projet cible cette colline de Pangalam. Ici sera érigé un nouveau château d'eau d'une capacité de 1000 m3. 900 branchements privés seront réalisés à coût réduit et 50 branchements dans les établissements publics et privés de la ville de Sokodé. Pour la mise en exécution de la deuxième phase du PIT, le gouvernement va dépenser 6 milliards 772 millions de francs CFA avec le soutien de l'Union européenne. À terme, le projet va permettre d'améliorer la couverture nationale en eau potable. Dans la région de la Kara et des Savanes, 400 nouveaux forages et 200 latrines seront construits dans le contexte du PASCO 2. Les travaux lancés par le Premier ministre en février dernier devront permettre à 300 000 personnes dans les 2 régions d'avoir facilement accès à l'eau potable et aux établissements scolaires de disposer de latrines modernes. Ces réalisations coûteront au gouvernement une enveloppe financière de 6,58 milliards de francs CFA. Ils contribuent aussi dans leur communauté à relever les défis qui se posent et à améliorer les conditions de vie. Ce sont les volontaires d'engagement citoyen. La 6e vague donc des VEC de la région des Savanes est déployée pour sa mission de développement au profit des communautés, des différentes communautés donc de la région. Ils sont pour cette vague 745. Ils ont prêté serment après 2 jours de formation. On voit cela avec Chaznambaga. Je jure d'accomplir ma mission. Avec dévouement. Ils sont 745 volontaires d'engagement citoyen VEC, dont 45 seniors, à prêter serment pour le compte de la 6e vague de la région des Savanes. Il s'agit d'un acte citoyen fort qui consacre leur volonté à mettre leur temps, leur énergie et leur créativité au service du développement socio-économique de leurs communautés respectives. Ceci à travers différentes missions à eux assignées. Ils auront pour mission d'assainir la ville de Dapon. Ils vont curer les caniveaux, ils vont désherber les dépotoirs, ils vont faire le reboisement et toute activité qui porte une valeur ajoutée serait destinée à ces volontaires. Pour permettre à ces volontaires de bien mener leur mission, ils ont reçu une formation de base sur diverses thématiques, notamment les valeurs du volontariat, les principes du sécurisme, l'importance de l'état civil et la prévention routière. Nous sommes fiers de faire la prestation du serment aujourd'hui parce que le développement de notre communauté est une préoccupation majeure pour nous. Et dans la mission, nous allons faire valoir les différents modules qui nous ont été donnés lors de notre formation pendant ces 2 jours. Je remercie le chef de l'État. Pendant 6 mois, à partir du 1er avril 2021, ces volontaires vont sillonner les 16 communes de la région des Savanes dont ils auront la noble mission d'entretenir la salubrité. En retour, ils vont bénéficier de formations en développement personnel et d'activités génératrices de revenus.
Ils auront également une allocation de 30 000 francs CFA par mois assortie d'une épargne de 10 000 francs CFA qui leur seront reversés à la fin de la mission pour leur permettre de démarrer leur projet de vie. Je suis citoyen togolais, je veux m'exprimer et faire des suggestions à la mairie de mon ressort sur la gestion de la commune. Je dispose désormais du guide à l'intention des citoyens, guide disponible notamment dans les bureaux du citoyen, des bureaux qui ont également leur guide méthodologique de fonctionnement. Ces deux documents ont été validés par des acteurs de la gouvernance locale. Précision, Sonia Ameniko. Le guide méthodologique de fonctionnement du bureau du citoyen et le guide à l'intention des citoyens. Deux documents destinés à améliorer la gouvernance locale dans les communes du Togo. Ici, acteurs communaux et nationaux intervenant dans le domaine examinent les deux outils en vue de leur validation. Le bureau du citoyen, c'est un outil de participation citoyenne qui permet de faire le suivi et le contrôle de l'action publique, surtout au niveau de l'exécutif communal. Donc pour le fonctionnement, il y a un coordonnateur qui enregistre les préoccupations, les problèmes des citoyens et essaie de faire un rapport périodique pour transmettre au maire. Le maire se charge de répondre aux préoccupations des citoyens selon les problèmes posés. Le guide du citoyen, c'est de permettre au Togolais lambda, quel que soit son niveau d'éducation, de découvrir, par exemple, ce que c'est que la décentralisation, le rôle de la commune et comment il peut participer au développement de cette commune. L'élaboration de ces guides a bénéficié de l'appui du programme de décentralisation et de gouvernance locale Prodégol. Elle est cofinancée par la GIZ et l'Union européenne. Ça nous semble naturel qu'à travers les Prodégol, l'Union européenne puisse soutenir cet outil qui devrait aller au-delà de quelques communes où maintenant il est installé et pouvoir être établi sur l'ensemble des 117 communes togolais. Ça pourrait effectivement se révéler un grand atout dans le cadre de la consolidation du processus de décentralisation et dans le cadre de l'amélioration de la participation des citoyens. Les deux guides sont mis en œuvre dans 6 communes du Togo, Ploto 1, Ogou 1, Koza 1, Tchaoudjo 1, Ton 1 et Zion 1. À terme, ils vont servir de canal de collecte d'informations au ministère en charge de la décentralisation et aux communes. Ceci pour faciliter l'engagement citoyen dans le processus de décentralisation et renforcer les liens et le concept de citoyenneté dans les communes. À l'international, il vous souvient, du 14 janvier au 9 février dernier, les experts de l'OMS ont séjourné à Wuhan en Chine, berceau supposé du Covid-19, pour enquêter sur les origines du virus. Au terme de leurs investigations, les conclusions ont été rendues publiques et jugées insuffisantes par l'Organisation mondiale de la santé. Le rapport écarte l'hypothèse de la fuite du virus d'un laboratoire chinois. Mais que faut-il en retenir et comment est-ce qu'il est appréhendé, ce rapport? Augustin Kossi nous donne des éléments de réponse. Très attendu, le rapport conjoint de l'OMS et de la Chine sur l'origine de la pandémie n'a pas créé de surprise 15 mois après l'apparition des premiers cas de Covid-19 à Wuhan en Chine. Mais d'où vient-il le nouveau coronavirus? Une crise sanitaire qui bouleverse l'économie mondiale et qui a déjà fait plus de 2,8 millions de morts sur la planète. Malgré les investigations, les experts de l'OMS n'ont pas pour l'instant trouvé de réponse à cette interrogation. En revanche, un début très important qui n'est pourtant pas le mot de la fin, l'hypothèse privilégiée, la transmission du virus à l'homme par l'intermédiaire d'un animal. Un animal qui n'est pas pour le moment clairement identifié. L'hypothèse est toutefois jugée possible, probable par les experts de l'OMS. Le virus s'est-il échappé d'un laboratoire? Thèse jugée hautement improbable par le rapport. Selon les enquêtes, la fuite d'un virus d'un labo chinois est à écarter. Au début de la pandémie,
l'ancien président américain Donald Trump a accusé l'Institut de virologie de Wuhan, qui mène des recherches sur les pathogènes jugés dangereux, d'avoir laissé échapper le nouveau coronavirus. Thèse également démentie par la Chine. Les conclusions des experts ne font-elles pas ressurgir des accusations de complaisance de l'OMS à l'égard de la Chine? Nous voulons plus de données. La Chine doit rendre accessibles ces données sur les origines de la pandémie, réclamait la mission des experts. Ces experts ont-ils été empêchés d'enquêter réellement sur les origines du Covid-19? L'OMS critique un partage insuffisant de données par les Chinois et réclame une enquête basée sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire chinois. L'UE salue un premier pas utile et souhaite d'autres investigations nécessaires. Cela impose un accès à tous les lieux appropriés, à toutes les informations humaines, animales et environnementales en temps utile. Mais les experts pourront-ils avoir accès aux premiers cas détectés de Covid-19 en Chine? Pour les États-Unis et 13 pays, l'étude des experts internationaux sur les origines du Covid-19 a été retardée de manière significative et l'accès aux données et échantillons originaux de manière exhaustive empêché. La Chine mène une guerre d'information pour réécrire les origines de la pandémie au moment où de nouveaux variants tiennent le monde en émoi et la course au vaccin devenue un enjeu géopolitique et diplomatique. On sait que la manipulation de substances dangereuses est codifiée dans le monde. Le Togo veut redynamiser la convention sur l'interdiction des armes chimiques, donc l'application de cette convention. L'autorité nationale en charge de la question, la NIAC, a choisi d'abord de revisiter avec ses membres les dispositions de ce texte afin de mieux se les approprier. L'exercice a pris 2 jours à Lomé et on en parle avec Christine Petit-Kialoudé. L'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo, a pour entre autres missions de veiller à l'application stricte de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques, d'initier les mesures législatives, réglementaires et administratives, de coordonner les actions des différents départements ministériels relatives à la bonne mise en œuvre de la dite Convention. À la lumière de ces missions, plusieurs difficultés subsistent. L'une des difficultés est la compréhension qu'il faudrait avoir des armes chimiques. Qu'est-ce qui peut être arme chimique? C'est tout produit que l'on pourrait retrouver dans la nature, tout produit chimique abandonné qui pourrait avoir une double action parce que certains produits chimiques sont destinés à des fins données et que les personnes mal intentionnées pourraient utiliser à d'autres fins. Les membres de l'ANIAC Togo renforcent leurs capacités managériales, opérationnelles, techniques et professionnelles pour de meilleurs résultats en rapport avec la mise en œuvre de la Convention. Il est demandé au niveau de l'autorité nationale de faire des déclarations annuelles sur les armes chimiques. Notre pays dispose d'un certain nombre de textes réglementaires, législatifs et juridiques. Toutes les actions qui doivent être menées dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention soient en phase avec les dispositions nationales. La convention est entrée en vigueur le 29 avril 1997 après sa ratification par le Togo le 23 avril de la même année. Et on va parler d'une politique sectorielle sous-régionale. Les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine qui tendent vers une loi uniforme relative aux infractions boursières et assimilées sur le marché financier régional. Les représentants des bâtonnats et des magistratures de la zone étaient à Lomé pour le projet de texte proposé. Ce n'est qu'après cette étape que le projet de loi sera adopté pour mieux sécuriser le marché régional. Explication Ekwesala. Le marché financier régional de l'UMOA a permis de mobiliser à ce jour plus de 12 000 milliards de francs CFA de financement en faveur des entreprises et des États membres de l'Union. En moyenne, 1 500 milliards de francs CFA sont décaissés chaque année. Le rendement devra être meilleur avec un instrument juridique capable de sanctionner les infractions boursières constatées sur le marché régional. À Lomé, les représentants des bâtonnats et des magistratures de l'Union vont finaliser le texte de loi relatif
aux infractions boursières et assimilées dans la zone. Le test contient une cinquantaine d'articles. On a différents articles sur la typologie des sanctions, qui est ce qu'on appelle initié, quels sont les faits punissables, comment est-ce qu'on peut mettre en évidence tel ou tel délit sur le marché. Donc c'est un peu tout ça qu'on va essayer de regarder au cours des 2 jours et de proposer aux autorités un test consensuel et adapté à notre environnement. La rencontre de Lomé, c'est de s'accorder sur la mouture finale de l'avant-projet en tenant compte des spécificités de chaque pays. Et donc c'est pour ça que les représentants des différents pays sont là aujourd'hui pour nous accompagner. Le projet de loi en étude permettra de donner plus de crédibilité au marché financier régional de l'UMOA vis-à-vis de ses partenaires. Les participants à ces assises sont appelés à une analyse approfondie avec des propositions concrètes pour sécuriser davantage le marché. Le projet de texte dont vous êtes porteur sera d'un bénéfice certain pour notre espace communautaire. L'objectif étant d'attirer de plus en plus de capitaux étrangers et de sécuriser dans la transparence et la célérité les transactions boursières. Vos échanges ne doivent pas non plus occulter l'impératif de protection des épargnants, ainsi que l'impérieuse nécessité de préserver notre marché financier régional des risques systémiques. Les conclusions de Lomé seront soumises à la commission de l'UMOA. Après concertation avec les ministres de la Justice des différents pays de l'Union, le test de loi sera voté, peut-être avant la fin de l'année 2021. Vous le savez, je vous l'annonçais en titre également, le ballon rond roule officiellement à nouveau sur les pelouses du Togo depuis ce week-end. Après une année blanche pour cause de Covid-19, la reprise commence avec le championnat de première division de football et c'est la ministre en charge des sports qui a marqué le début des compétitions. C'est à Sokodé, compte rendu Désiré Aloy. Le fair play, le respect strict des mesures barrières, les matchs à huis clos, entre autres mots d'ordre qui vont accompagner le championnat de football T1 saison 2020-2021. Le ton est donné à Sokodé par la ministre en charge des sports, Dr Lydie Bessikama. Une reprise du championnat national de football après une année blanche. Covid-19 l'a imposé. Enfin, la reprise du championnat national de football, diront certains. Ce jour est donc un jour spécial et symbolique qui marque un nouveau départ pour le football au Togo et une éclaircie dans l'horizon d'une vie sportive ternie par la pandémie de la Covid-19. C'est le lieu pour moi de saluer avec ferveur la bienveillance du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, pour la gestion de la riposte contre la pandémie et avoir instruit pour que l'ensemble des actions soient entreprises pour permettre la reprise des championnats nationaux de football. Cette reprise est rendue possible grâce aux efforts conjugués du gouvernement, de la Commission nationale de gestion de la riposte contre la Covid-19, du travail technique abattu en amont par le comité scientifique et la Fédération togolaise de football. Une minute de silence en mémoire des victimes de Covid-19 et Madame la ministre appelle tous les acteurs au respect des engagements pris. Le respect et la promotion des valeurs sportives, le fair play, l'équité, l'éthique, tels sont les principes qui doivent guider votre action. Chers acteurs du football, nous ne jouons pas seulement contre une équipe adverse, mais nous jouons surtout
pour ne pas perdre contre la Covid-19. J'invite donc les acteurs immédiats, que sont les joueurs, les arbitres, les staffs techniques et les journalistes sportifs accrédités, à s'astreindre à une rigueur de vie qui tienne compte en tout temps du respect des mesures barrières. Les matchs se jouent à huis clos à travers tout le pays. 16 clubs de première division rentrent en jeu pour dégager celui qui va représenter le Togo à la Ligue africaine des champions. Ceci contribue aussi à permettre à la jeunesse togolaise qui fait de ce sport un métier qui préserve leur travail et leur chance de poursuivre une carrière internationale. Et l'association sportive de la COSA s'est offert à 2-0 Sarah Football Club de Bafilo en match inaugural de ce championnat. C'était samedi donc au stade municipal de Sokodé. Une belle entame pour le champion en titre que nous vous proposons de revivre en condensé avec Désiré Aloy. Asco de Kara en jaune, Sarah Sport de Bafilo en blanc. Le football togolais retrouve ses droits dans un contexte lié au Covid-19. Belle affiche, les deux clubs Asco, champions en titre de la dernière saison, 37 points, et Sarah Sport, 27 points. Les deux de la zone B. Deux équipes avec même ambition, sortir premier de la saison 2020-2021 pour représenter le pays à la Ligue africaine des champions. Match inaugural, Dr Lydie Kamabessi, ministre en charge des sports, lance les hostilités. Asco, à l'entame du jeu, perce la partie adverse avec cet acte non concret. Les jaunes ratent de justesse l'ouverture du score à 6 minutes de la fin de la première partie. À la reprise, Asco de Kara multiplie les efforts et arrive à satisfaire à la 76e minute en ouvrant le score. Un but de Ouattara Boutalabou, numéro 14. L'addition du score passe à côté à 3 minutes de la fin, mais arrive à marquer le deuxième but sur penalty dans les arrêts de jeu. 2-0, Asco de Kara remporte la partie avec 3 points. Derrière la reprise de la seconde mi-temps, après les conseils prodigués à mes joueurs, ils se sont réveillés. On a fait quelques changements et vraiment le but est arrivé. Surtout, on va travailler l'efficacité devant le but, c'est de garder notre titre. On a été champion l'année passée et c'est pourquoi on a renforcé l'équipe. Le football, il faut jouer, soit on gagne, soit on perd. Nous avons perdu, on l'accepte sportivement. 16 clubs sont engagés dans la compétition. Les matchs se jouent à huis clos. La Covid-19 oblige. Toute l'équipe, merci donc à toute l'équipe qui a contribué à la préparation et à la réalisation de ce journal. Vous rappelez simplement que les dernières 24 heures au Togo ont connu 123 nouveaux cas de maladie à coronavirus et enregistré 2 nouveaux décès. Vigilance et puis vaccination pour la population cible. Au revoir, passez une très belle soirée sur la télévision togolaise. À très bientôt.